Bonjour, je vous propose aujourd'hui le chapitre 9, La plume de Merle bleu. Frustré de n'avoir plus de fière bandeira sous ses ordres, mais cette piètre garnison, Fabio da Faro sortit Isco du cachot une semaine plus tard, pour en faire son page. Une vieille habitude des tersos qui lui manquait. Père Mario de Oliveira avait convaincu le militaire de la bonne foi du jeune basque, et l'officier était un homme pragmatique. Capitaine du terceau de l'Algarve, Fabio da Faro avait accepté de mauvaise grâce ce commandement de la forteresse et se vengeait en faisant régner une discipline perverse. Fabio da Faro répétait à qui voulait l'entendre que la présence de pirates mauresques suffisait à justifier la présence d'un officier de sa trempe et un entraînement de fer. Avant d'être nommé à Sagres, Fabio da Faro avait mené au combat pendant 3 ans une bandeira d'arquebusiers. Pour autant, il conservait un attachement particulier à la pique. Ayant fait ses premières armes pendant une petite dizaine d'années dans une bandeira de piquiers contre les cavaliers du sultan Zaïdan el-Nazir, dans le nord du soi-disant empire saadi. C'est dire si le danger mauresque lui était familier. Il poussait ses hommes à s'entraîner à la pique tous les jours, de longues heures, même si on n'avait jamais vu la moindre cavalerie ennemie se profiler à l'horizon. Avec Isco, da Faro avait exercé son autorité aux yeux de tous. Le Basque avait croupi suffisamment longtemps au cachot pour qu'il pût le laisser sortir sans perdre la face, d'autant qu'il s'agissait d'une faveur faite au prêtre, et qu'en tant que bon chrétien, le capitaine Fabio da Faro en sortait grandi. En le prenant comme page, il montrait en outre sa grandeur d'âme. Le pardon vous posait un homme. Isco s'acquitta avec humilité de sa tâche de page, d'autant plus facilement que le capitaine Fabio da Faro se contentait de peu, tant que l'on flattait son importance. Fabio da Faro, imprévisible et en mal de distraction, s'enlaça vite. Il s'en ouvrit un jour au prêtre en présence d'Isco. « Pas de bouche inutile ici, ou je le découpe et le jette aux oiseaux. » Il souriait largement, ravi de la frayeur qu'il inspirait. Le père de Oliveira se tourna vers Isco. « Ce garçon a chassé la baleine, il serait un piquier hors pair, plaida le prêtre. L'argument n'impressionna guère Fabio da Faro. « J'ai personnellement entraîné mes hommes à la pique, ils seraient imbattables à cet art. Pas besoin d'un maigre harponneur qui peinerait à porter le sein de sa mère à la bouche. » L'officier avait prêté une oreille plus attentive au supposé talent d'Isco comme guetteur. « À Saint-Jean-de-Luz, je peux repérer une baleine de plus loin que n'importe qui d'autre, jura-t-il, même si l'on n'avait plus aperçu de baleine depuis des décennies, ce qu'Isco ne précisa pas. La conversation fatiguait le commandant de la place. Fabio da Faro confia Isco au prêtre. Le père de Oliveira avait raison. Isco ne découvrit pas la moindre trace d'école de cartographie à Sagres. Mais un certain esprit planait indiscutablement sur le promontoire. Il s'en rendit compte en retournant à Porto da Baleira, le village de pêcheurs par lequel il était arrivé des mois plus tôt. Un des enfants porteurs de bois le reconnut et d'emblée s'en fit un ami. Le gamin, dégourdi, lui rappelait un peu Carmelo. Il n'en fallut pas plus pour Isco. Joao l'entraîna à la chasse aux lapins, aux alentours de l'église Sainte-Catherine, celle qui avait été détruite par les pirates anglais de Francis Drake. Ils ramassèrent des carottes sauvages, et Joao lui apprit la multitude d'oiseaux qui peuplaient les falaises et le promontoire. Un soir, alors que le soleil se couchait, ils montèrent au-dessus du village et du haut de la falaise contemplèrent l'astre disparaître au loin. « C'est beau, chuchota Isco. J'aimerais parfois disparaître comme lui. »
Ce n'est pas beau, répliqua Joao, avec une étonnante maturité. C'est effrayant. Parce que le soleil disparaît sans qu'on soit jamais sûr qu'il ne revienne. Mais il revient toujours, Joao. À voir sa moue, il en fallait plus pour convaincre Joao. Ne sais-tu donc pas pourquoi le soleil disparaît ici chaque soir? C'est parce que nous sommes au bout du monde. Mon père me l'a appris avant d'être enlevé par les barbares. Là-bas, personne n'est jamais allé. Le monde disparaît derrière cette ligne, comme mon père y a disparu, et les barbares sont les messagers de cette fin du monde. Isco s'étonnait d'un tel savoir dans la bouche d'un garçon plus jeune que lui, et il en fut impressionné. À leur gauche s'étendait la Méditerranée et le monde connu. Derrière eux, il y avait Saint-Jean-de-Luz, Stockholm et les glaces du Spitzberg. Mais en face, au-delà de l'horizon, il regrettait de ne pas avoir pu poser cette question au commandant Núñez. Lorsqu'il put s'isoler avec le père de Oliveira à l'issue de la messe le lendemain, il lui posa la question. Le bout du monde? Oui, d'une certaine manière. Pour les Grecs et les Romains, c'était le bout du monde connu, à l'époque où la civilisation se concentrait en Méditerranée. Les navires n'allaient pas au-delà de Sagrès. Là-bas s'étalait l'inconnu et la fin des hommes. Et puis Don Henry, paix à son âme, a eu l'audace de lancer nos caravelles sur l'horizon, parti chercher les vents dans la mer Noire, repoussant toujours plus loin les limites de la fin du monde. Qui sait où elle se situe aujourd'hui? Prions qu'elle ne nous mène qu'à notre Seigneur. Il se signa, et Isco l'imita. De ce jour, Mario de Oliveira décida d'initier Isco au maniement de l'astrolabe. Ce qui se fait de plus moderne, expliqua le père, dévoilant un aspect inconnu de son savoir. Le père lui montra un disque gradué, percé en son centre. Celui-ci n'est plus très jeune, il a dû être abandonné. Il prit dans un chiffon une règle. 2 petites plaques de métal percé étaient disposées à chaque extrémité de la règle. Il fixa cette dernière au milieu du disque. Il fit tourner le bras, qui pivota un peu difficilement. Il est un peu cassé aussi, mais ça suffit bien pour apprendre. Le prêtre procédait par gestes délicats, empreints d'une certaine maladresse, qui détonnait avec l'assurance qu'il exprimait d'ailleurs. Il entraîna Isco hors de l'église. Ils firent quelques pas sur le promontoire baigné de soleil. Ils tournaient le dos à la muraille, face à la mer. Oliveira posa le disque à l'horizontale sur un pieu qu'il avait déjà dû utiliser par le passé. Approche. Je ne connais guère la navigation, mais on m'a dit que cet instrument servait à bien des choses. Il paraît qu'on peut calculer la latitude, lire l'heure. J'ignore comment. Mais tu pourrais, d'ici, dresser la carte de ce promontoire, avec les emplacements des canons qui bordent la falaise. Ça, au moins, je peux te l'enseigner. Il se plaça derrière le disque, face à un premier canon. Tu vois, je vise, et je lis l'angle que m'indique le disque. Pour chaque canon, note maintenant la position de l'extrémité de la règle sur cette graduation, celle sur le bord extérieur du disque, puis déduisant l'écart angulaire entre tes canons. Il ne te reste plus qu'à mesurer, depuis l'endroit où nous nous trouvons, la distance avec chaque canon, avec la méthode que tu as développée en cellules, par exemple, et tu peux reporter tout ça sur ton plan. Ce fut une révélation pour Isco, un soulagement aussi. Oliveira sauvait peut-être la vie de ses parents sans le savoir. Isco se mit à viser les canons les uns après les autres, à arpenter le promontoire en comptant ses pas, et petit à petit, il établit sa première carte. Il partit à la découverte de la forteresse, prenant entre 2 mesures ses quarts de guet, tout autour du promontoire, restant à distance du trou. Outre les Portugais qui constituaient la majorité de la garnison, quelques artilleurs allemands servaient les canons du fort.
tant les Portugais rechignaient à approcher ces machines diaboliques qui faisaient un bruit des forges de l'enfer à chaque coup tiré. Un bon chrétien ne pouvait pas approcher d'un tel engin sans risquer d'y perdre la raison. Ces longues heures à scruter l'horizon et voir défiler les voiles latines le remplirent d'espoir. C'était bien vrai, vents et courants, marées et étoiles, tout s'offrait au regard de l'élève. Le promontoire constituait un formidable poste d'observation et d'apprentissage pour qui s'intéressait à ces sciences. Il se distingua à la première occasion, annonçant une voile inconnue. Les artilleurs allemands firent tonner le diable et la voile fit demi-tour, preuve du bon instinct d'Isco. 2 jours plus tard, une voile amie se découpa sur l'horizon et Isco fut encore le premier à l'apercevoir. Elle passait le cap Saint-Vincent et s'approchait pour se mettre à l'abri dans une baie en attendant les vents favorables. Une délégation de l'équipage monta jusqu'à la forteresse. Il s'agissait d'une frégate espagnole en provenance de Séville et en route pour les Antilles. Des hommes à l'air sombre vinrent à l'église et demandèrent la bénédiction du père de Oliveira. Après leur départ, le prêtre emmena Isco pour une promenade le long du promontoire, battu par les vents. Le jeune garçon n'osa pas approcher le trou béant qui l'avait terrifié le jour de son arrivée. Un merle bleu, de ceux qui logeaient dans les falaises en contrebas de la forteresse, passa près d'eux et survola le trou au moment où un torrent d'air en sortait. Le merle bleu fit un bond en l'air, mais se reprit et poursuivit sa course. Le père Mario s'arrêta. « Toi aussi, tu dois reprendre ta course, Isco. » Le prêtre rebroussa chemin en direction de son église, laissant Isco seul non loin du trou et du bord de la falaise. Le promontoire sacré n'était qu'un champ de pierre déchiqueté et aplani par l'érosion. Certains cailloux se dressaient en direction du large, comme s'ils tentaient d'opposer une vaine défense aux agressions des vents violents. La lumière douce et chaude qui gagnait l'horizon apaisa Isco. Il approcha du trou. Mario de Oliveira lui avait expliqué que ce trou résulta de l'érosion qui creusait dans la roche des cheminées, qui tombaient jusqu'à la mer, qui s'engouffraient sous la falaise, des dizaines de pas sous leurs pieds. La compression de l'air et la force des vagues expliquaient le tonnerre diabolique qui avait tant secoué Isco. Les forges du diable n'étaient que le flux et le reflux des vagues au fond du trou qui descendaient jusqu'au flot. Faut-il que je croie aux falaises d'Oliveira, aux fadaises d'Oliveira? Le merle bleu repassa, avant de plonger derrière la falaise. Isco se décida et se mit à genoux d'abord, puis, ayant assuré ses appuis, il plongea autant qu'il le put les épaules dans le gouffre. Il resta ainsi bloqué, tête en bas, bras allongés, accroché aux pierres écorchées. Rassuré, il se laissa aller à écouter, en se représentant le flux et le reflux des vagues, s'engouffrant sous la falaise et projetant l'air à travers le long de la cheminée naturelle. Il entendit, avant de les sentir, la fureur et la furie grimper le long des blocs. Une armée surgissant des ténèbres. La terreur du premier jour lui serra les tripes. Un grondement de fin du monde. Mais si son corps reconnaissait les vibrations formidables, son esprit les domina, pour ne sentir que le souffle. Un tout petit souffle, presque ridicule. Isco se mit à rire. Cette furie effroyable projetait à son visage offert un vent doux et ambré. Incrédule, Isco se força à rester dans cette position. Il rit encore, se calma, respira lentement. Une nouvelle vague, plus puissante que les autres, s'engouffra. Elle projeta ses roulements orageux dans la cheminée rocheuse. Le souffle puissant, doux, lui caressa le visage. Il resta longtemps, yeux fermés, sourire aux lèvres. Le grondement n'importait plus.
Peut-être le souffle d'une baleine était-il à l'identique, puissant et doux. Peut-être était-ce une question de foi, d'appréhension. À ceux qui avaient peur, le souffle semblait terrible. Aux croyants, le souffle se faisait doux. Était-ce cela, croire? La pression dans son crâne se relâchait. Une évidence s'imposa. Force et fracas pouvaient se marier avec souffle et douceur. Il se releva enfin apaisé. Le capitaine Fabio da Faro avait cru le terrifier. Il venait à son corps défendant de lui ôter la peur. La mer et le vent seraient pour toujours ses alliés, car il venait d'en percer le secret sur le promontoire sacré. Isco prit l'habitude de s'exposer au souffle du promontoire, après la messe quotidienne, entre deux quarts autour de guet. Il maniait l'astrolabe avec aisance, mais la crainte du sort jeté le hantait encore, ainsi que celle de ne pas répondre à la mission qui lui avait été confiée. Le maniement de l'astrolabe ne suffirait pas à lui seul à le transformer en cartographe. Il broyait du noir, quand le père Mario de Oliveira vint à sa rencontre un soir. Le prêtre était accompagné d'un homme long et fin, au crâne garni d'une tonsure, visage osseux, vêtu d'une tunique blanche serrée par une ceinture de cuir, et d'un manteau noir composé d'une chape et d'un capuce. Ses yeux vifs vous fouillaient au premier regard. Là où Oliveira exprimait une certaine bonhomie, ce prêtre-ci se démarquait par l'énergie qui émanait de lui. Frère Federico de Carvalho, voici le jeune Français. Isco, j'ai rencontré le frère de Carvalho à la chapelle du fort de Ponta da Bandeira, à Lagos. Il te cherchait. Fais-lui pleinement confiance. C'est un homme juste qui prêche la vérité du Christ. Le père de Oliveira semblait impressionné par l'autre religieux, adoptant une attitude obséquieuse. Plus ému qu'il ne le souhaitait, aussi peut-être à cause de la présence imposante du frère à ses côtés. Il sortit de la manche rapiécée de sa soutane une plume de merle bleu et la tendit à Isco. À bientôt.